Mon nom est Johnny Waterlove. Je suis une avocate avec l'examen indépendant des contrôles de routine et je voulais vous remercier déjà ce soir de venir nous rejoindre. Ceci est notre première consultation publique. C'est notre première séance. C'est l'une de nombreuses de ces consultations qui auront lieu dans toute la province, au niveau des pratiques de police, au niveau des contrôles de routine et du fichage. On aura des discussions de groupe au sujet de certaines questions. Vous allez trouver sur la table une copie de guide de participation ainsi que d'autres documentations qui sont liées à ce fichage, ainsi qu'un guide qui a été fourni par le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Ceux-ci sont des outils supplémentaires pour participer à votre conversation. Mais avant de nous avancer plus avant dans la conversation, j'aimerais saisir l'opportunité de vous présenter le Justice Michael Tulloch, qui a été nommé par la province de l'Ontario d'être l'examinateur indépendant. Il était également auparavant l'examinateur indépendant de la surveillance de la police. Et ce rapport a été rendu public au mois de mars de l'an dernier et il a été vraiment apprécié et bien reçu. Et cela a mené à vraiment des actions significatives au niveau de la province. Donc je voudrais vous remercier, Monsieur Tulloch, au podium et il vous donnera des remarques un petit peu plus formelles. Merci, Jolene. Bonsoir à tous. Comme elle vous l'a indiqué, mon nom est Michael Tulloch. Je vous remercie d'être venu ce soir pour me parler ce soir au niveau des contrôles de routine qui sont aussi connus sous le nom de fichage et au niveau de ce nouveau règlement qui s'appelle le règlement 5816 que le gouvernement a mis en vigueur pour réglementer ces pratiques. Je voudrais vous remercier tous d'être ici ce soir. Je sais que certains d'entre vous ont parcouru de grandes distances pour être présents ce soir. Et je pense que votre présence ce soir est appréciée. Et que votre présence est également cruciale. Et que votre voix se mêle aux autres voix sur ce sujet en particulier. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir l'occasion de vous rencontrer ici et toutes les générations des personnes qui ont pris soin de ce territoire. Et je ne minimise pas l'importance de reconnaître ces territoires et les premiers peuples qui se sont établis sur ce territoire depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, alors que nous nous rassemblons ici, c'était le territoire des peuples autochtones qui ont été éloignés de ce territoire. Et je voudrais reconnaître, moi aussi, que nous sommes sur le territoire du traité Robinson supérieur et que ce territoire sur lequel nous sommes rassemblés, c'est le territoire traditionnel des Anishinaabeg et des Premières Nations de Fort William. Je reconnais aussi les contributions des peuples métis, des Inuits et des autres peuples indigènes qui ont participé, qui ont fait un travail et des contributions incroyables dans ce territoire, que ce soit à donner une forme et à renforcer la communauté, la province et le pays dans son ensemble. En reconnaissant ce territoire traditionnel, nous reconnaissons aussi les premiers peuples de ce pays. C'est aussi en reconnaissant leur présence et leur contribution tant dans le passé qu'aujourd'hui. Cette reconnaissance est absolument un élément clé pour la relation et pour la réconciliation. Pour vous donner un petit historique, le 7 juin 2017, j'ai été nommé par le gouvernement provincial de mener un examen indépendant complet sur le règlement de l'Ontario 5816 qui définit les nouvelles règles de l'Ontario au niveau des contrôles de police, une pratique à laquelle on fait quelquefois référence en tant que fichage. À ce titre, je reverrai le contenu du règlement et je vais évaluer si les officiers de police, les chefs de police et les commissions des services de police respectent ce règlement. Je vais aussi déterminer
Si ces règlements reflètent le but important pour s'assurer que les interactions de la police avec le public soient cohérentes, qu'elles soient sans préjugés et que ce soit fait d'une façon qui encourage la confiance du public et protège les droits de la personne. Depuis ma nomination, j'ai rassemblé une équipe d'experts pour m'aider et nous avons participé à nombre de consultations dans toute la province. La province de ce jour à Thunder Bay est la première de 12 consultations qui auront lieu dans toute la province de l'Ontario. Mon intention est de puiser dans ce que j'aurais appris lors de ces consultations afin d'inclure ces commentaires dans un rapport ainsi que des recommandations par rapport au règlement et autour de ces pratiques de contrôle de routine. Ce rapport sera remis au gouvernement de l'Ontario le 30 novembre 2018 et sera rendu public au début de 2019. Comme je vous l'ai mentionné plus tôt, le point focal de cet examen est sur le règlement 5816 qui est entré en vigueur le 1er janvier 2017 et qui définit les nouvelles règles que la police doit suivre par rapport au contrôle de routine, aussi connu en tant que fichage. Un contrôle de routine est quand un officier de police demande à quelqu'un d'avoir des papiers d'identification dans une situation particulière. Nous vous avons fourni certains documents, le papier noir qui est sur vos tables, qui inclut un guide de participation. Et ces documents vont vous donner des informations sur le fait de quand ce règlement s'applique et quand il ne s'applique pas. Par exemple, le règlement s'applique si un officier vous demande de vous identifier alors qu'ils sont en train de rechercher des activités suspectes ou lorsqu'ils enquêtent sur une activité criminelle en général dans la communauté. En opposition, les nouvelles règles de ce règlement ne s'appliquent pas si l'officier de police parle à un conducteur pendant un contrôle de circulation, lorsqu'il arrête quelqu'un, par exemple, suivant la loi sur la circulation, ou qu'ils arrêtent quelqu'un, ou lorsqu'ils enquêtent sur un acte criminel précis. Le règlement aussi définit ce qu'un officier doit faire s'il demande pour vos papiers dans une situation où les nouvelles règles s'appliquent. Par exemple, un officier doit vous dire que vous n'êtes pas tenu de lui fournir vos papiers d'identification et il doit vous remettre un document ou un reçu avec des informations précises une fois qu'il vous a demandé vos documents. Le règlement donne aussi des détails par rapport au stockage des informations qui proviennent des contrôles de routine. Il inclut des formations obligatoires pour tous les officiers de police afin qu'ils soient formés quant à ces nouvelles règles. Avec ceci à l'esprit, je saisis cette opportunité. Je dois vous dire que cet examen est un examen indépendant, c'est-à-dire que je suis totalement libre d'examiner de façon critique la façon dont fonctionne ce règlement et aussi les problèmes au niveau des interactions entre la police et le public dans le contexte des contrôles de routine. De rencontrer des membres du public comme vous, c'est vraiment une partie essentielle du processus et je suis vraiment reconnaissant que vous ayez pris le temps de venir me rencontrer cet après-midi et j'apprécie que de parler de certains de ces problèmes puisse être difficile pour certaines personnes. Cependant, il est vraiment essentiel qu'un examen de ce type soit aussi complet que possible. Et en tant qu'examinateur indépendant, je considère que toutes les informations pertinentes qui proviennent de points de vue différents, je peux vous assurer que je vais le faire à partir du moment où vous participez, que vous m'offrez vos différents points de vue. Donc, encore une fois, je vous remercie d'être venu ce soir pour partager vos pensées, vos expériences et vos recommandations. Et je vous assure que vous allez être entendu lors de ce processus. On va vous écouter.
et on pensera profondément à vos points de vue et à vos perspectives. Vous allez être entendus. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Juste un petit problème technique, donc il y aura peut-être un petit retard par rapport à cette présentation. Je suis seulement ici pour vous parler de ce qui va se passer ce soir, pour vous donner un petit peu des détails sur le processus avant de commencer. Et avant de commencer, pour ceux d'entre vous qui voudraient écouter cette audience en français, please note that a service of interpretation. Encore une fois, bonsoir, bienvenue à notre consultation. Je ne vais pas en parler encore puisque le juge Tulloch a défini le mandat de cet examen et comme il vous l'a dit, nous allons voyager dans différents endroits dans la province. Il y aura 12 consultations en tout et les autres réunions seront structurées de la même façon. Le but de ce soir, c'est d'entendre ce que vous avez à dire. Il y a des personnes aux tables pour vous aider à diriger les conversations que vous allez avoir. Certains d'entre nous veulent savoir, est-ce que cette pratique continue? Quelle a été votre expérience? Quels sont les effets du fichage sur les communautés? Et quels sont les impacts et les effets de ce nouveau règlement? Pour une petite mise en garde, nous n'allons pas revoir des cas individuels. Donc, si vous avez eu des expériences personnelles avec un officier de police, ce n'est pas à nous de revoir votre cas, mais nous voulons entendre parler de ces cas parce que, bien sûr, ça nous donnera des informations. Ça nous permettra de faire mieux notre travail. Donc, comment cela fonctionne? On fait une petite introduction. Ensuite, on va passer aux tables pour faire des conversations en groupe. Mon nom est Daniel Hillary et faire partie de notre équipe, Jody Lynn, Presna, à l'arrière de la salle. Et si vous nous voyez nous asseoir ou écouter, c'est seulement parce qu'on veut entendre un petit peu le sujet de la conversation. Mais s'il vous plaît, pardon, ne vous arrêtez pas parce que nous sommes là. Ensuite, une fois que vous aurez terminé, nous voudrions un petit rapport et nous voudrions avoir les réponses aux questions. Et nous allons prendre des notes quant à vos commentaires. Nous sommes aussi sur les médias sociaux. Maintenant, c'est sur Facebook Live. Si vous connaissez quelqu'un qui ne pouvait pas venir, ils peuvent le regarder. On peut faire aussi des tweets live. Il y a des caméras ici et nous allons prendre des photos. Donc, si vous ne voulez pas qu'on prenne votre photo, ce n'est pas un problème. Je vais vous présenter Peter Rehack qui prend déjà des photos. Si vous ne voulez pas qu'on vous prenne en photo, faites-lui savoir, il l'effacera. Si vous voyez un d'entre nous qui prenait une photo, c'est parce qu'on fait des tweets et qu'on met sur les médias sociaux. Mais on ne veut pas toucher à la vie privée de personne. Donc, si vous ne souhaitez pas être photographié, merci de nous le faire savoir et encore merci d'être venu ce soir. Et nous vous souhaitons d'avoir des discussions fructueuses. Si je peux vous donner quelques petits conseils pratiques lorsque vous êtes à votre table et que vous avez des questions pour votre conversation, vous n'avez pas à suivre un ordre précis. Les questions sont seulement pour vous aider et à diriger votre conversation. J'aimerais avoir une ou deux personnes si vous voulez partager la responsabilité, mais quelqu'un qui, à la fin de ces 45 minutes, se lève et puisse faire un petit rapport à tout le monde des résultats de votre conversation de groupe. Donc, alors que vous avez votre discussion, prenez des notes et mettez-vous d'accord pour ce que vous allez partager avec le groupe. Si vous voulez aussi exprimer vos commentaires par écrit, vous pouvez l'écrire sur les questions. Vous pouvez aussi remettre
ces commentaires par écrit à un membre de notre équipe. J'espère que cela va vous aider à commencer de façon pratique. Les questions reflètent certains problèmes sur lesquels nous souhaiterions que vous pensiez et nous voudrions avoir vos idées à leur sujet. Okay, so we're going to get started. Donc nous allons commencer et nous allons commencer à partir de cette table. J'ai un préjugé parce que j'étais assise à cette table pour un petit moment. Donc on va commencer avec cette table pour les commentaires. Il y a un microphone portable ici. Donc certaines de nos recommandations ont été que des statistiques soient conservées de façon uniforme. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la durée de temps, si c'était ce jour-là, ou à quoi ressemble l'information qui a été récupérée il y a 5 ans. Par respect pour la personne qui nous parle, est-ce qu'on pourrait garder les murmures au minimum? Excusez-moi, la première des recommandations serait qu'il y ait des statistiques de rapport qui soient uniformes. Est-ce que ça veut dire quelles sont les procédures pendant 5 ans? L'autre chose, c'est au niveau de la gestion des données et que les données soient collectées d'une façon uniforme et qu'elles soient conservées aussi de façon uniforme. Au niveau qu'il y ait une éducation qui soit faite depuis la tête jusqu'aux petits soldats. Quelque chose d'autre au sujet du groupe? Non. On va passer à la table suivante. D'accord. Donc tout d'abord, je pense que ce nouveau règlement n'a pas été rendu vraiment public. Donc il y a vraiment un niveau de méfiance et de cynisme, même si ce règlement semble bon et qu'il soit vraiment respecté et suivi par tous. Nous pensons qu'il y a un certain bénéfice aux interpellations de la police si une situation l'exige, mais que le motif de l'interpellation soit donné est important. Nous pensons que la police doit aussi reconnaître certains domaines comme des minorités visibles ou des personnes autochtones qui peuvent présumer qu'ils ont été interpellés à cause de leur couleur et que la police, en ces cas-là, doit être au courant de cela et le reconnaître pour eux-mêmes. Les questions que nous avions étaient que si quelqu'un est interpellé et interrogé par la police mais qu'on ne leur demande pas leur papier d'identité, est-ce que ça s'appelle du fichage dans ce cas-là? Une clarification au niveau de l'interpellation, si ça s'appelle le fichage ou pas dans ce cas-là. Par exemple, si quelqu'un est garé au LCBO et qu'un agent de police vient et commence à leur demander « Est-ce que vous avez bu? Est-ce que vous avez bu ?» et sans leur demander vraiment en particulier leur renseignement identificatoire, mais en leur posant des questions. Donc la question est la connexion de... L'interprète ne peut entendre. La police devrait... L'interprète ne peut entendre. Ce que je disais était que nous voulons toujours que la police s'implique avec la communauté. Ils ont des fonctions au niveau de la sécurité lorsqu'ils
s'acquittent de leurs tâches en tant qu'officiers de police. Le problème est que si les données d'identification sont collectées et sont conservées sans justification. D'accord. En passant à la question de la formation, nous pensons qu'il y a une grosse différence avec les officiers de police dans cette communauté. Très souvent, des officiers de police qui sont plus jeunes sont mieux formés et sont plus compréhensifs, alors que des officiers plus âgés sont plus durs sur certains points. Nous réalisons que la formation n'est pas toujours très efficace. Il doit souvent y avoir plusieurs formations avant qu'elles aient l'effet escompté. Nous avons eu ces questions au niveau de la collecte des données nous paraissent importantes, et comment elle est utilisée, et comment elles sont conservées. Et s'il y a un moment où on doit les effacer un petit peu pour recommencer à zéro. Nous pensons que la responsabilité au niveau de l'enregistrement des données, ce serait important que ces données démographiques soient conservées si l'on pense qu'il y a un préjugé. Nous nous demandons également s'il serait plus simple avec les officiers de police et s'ils ne respectent pas les systèmes et s'ils ne remettent pas des reçus. Encore une fois, ils ne respectent pas l'information. Donc, encore une fois, nous sommes un petit peu cyniques par rapport aux rapports qui peuvent être un reflet inapproprié par rapport à la réalité. La formation, au sujet de la formation, quelque chose qui est vraiment important, la police elle-même doit faire certaines de ces formations et s'ils pouvaient la faire en partenariat avec des groupes communautaires en qui les gens ont confiance. Ce serait vraiment très bénéfique pour la communauté tout entière. Et que si seulement la communauté se chargeait de cela, cela pourrait peut-être aider à alléger la police, le doute et la méfiance envers la police. Si les groupes ensemble pouvaient travailler ensemble main dans la main pour informer les membres de la communauté au niveau des changements, ce serait le plus efficace. Y a-t-il autre chose? Je voulais juste insister sur les aspects de la formation et de l'éducation pour les agents de police par rapport à ces règlements. Par rapport à la formation, les services de police, certains d'entre nous y ont travaillé. Le temps qui est alloué pour la formation des policiers est vraiment minimal, donc je ne pense pas qu'ils aient des formations en profondeur afin de pouvoir comprendre le sérieux et l'importance de ces règlements. Et donc, je dirais qu'ils ont des formations vraiment superficielles. Il y a de nombreuses ressources de formation, mais il y a peu de temps, donc c'est assez limité. Au niveau de l'éducation, je voudrais vous en parler un petit peu. Il y a un petit peu de temps, nous avons des polices de quartier, de voisinage. Et par rapport à la police en eux-mêmes, je pense que l'éducation dans la communauté au plus large serait important afin que le citoyen moyen sache
ce dont ils en retournent, quelles sont leurs obligations, les obligations de la police. Ça va prendre du temps par rapport à la communauté au sens large de comprendre leurs droits et les responsabilités de la police. Mais si la police était impliquée, nous avons toujours des agents de police qui sont dans la rue. S'ils parlaient aux citoyens dans la rue et s'ils faisaient ce travail d'information, à ce moment-là, le citoyen dirait voilà ce qu'il en retourne, voici quels sont vos droits, quelles sont leurs responsabilités. Je pense que nous irions loin avec cela. Donc, je voulais vraiment réitérer et insister sur le fait que l'éducation et la formation doivent être prolongées et aussi pour que la communauté au sens large soit informée. Une des choses qui a été discutée à notre table, c'est que les documents, les reçus qui sont donnés si quelqu'un est arrêté, il doit y avoir un motif pour lequel ils ont été arrêtés, je pense. Donc c'est un petit peu ce... Je n'ai jamais entendu parler que quelqu'un ait reçu un reçu après avoir été interpellé et qu'on leur ait demandé leur papier d'identité. Donc la première pensée que j'ai eue, c'est que c'était peut-être un incident ou que c'était un document avec peut-être le numéro de référence de l'incident, mais en fait non. Et ils n'ont pas besoin de donner un motif pour leur interpellation et je pense que ceci doit être amélioré. L'autre chose à laquelle nous avons pensé, c'est que la seule organisation à Thunder Bay qui fait ça, c'est le Know Your Risk Card, grâce aux services et aux corporations à Nishua Bay. Ils font cela depuis quelques années maintenant, si mon souvenir est bon. Et ils vont mettre à jour ces cartes. Et encore une fois, c'est vraiment important que ces cartes soient mises dans les mains des personnes qui en ont besoin, des étudiants. Donc, encore une fois, je pense que cette information à Thunder Bay a bien été partagée avec Metawa, qui est connecté à Ningnan, mais on a besoin de s'élargir parce que nous représentons Robinson Supérieur et 33 et nous devons améliorer la compréhension pour les jeunes gens, surtout à Thunder Bay. L'autre chose à laquelle je pensais, alors que l'autre table était en train de parler de certains de ces points, c'est l'une des choses que l'on ait faites au niveau d'un accord amical avec la police de Thunder Bay, c'est d'essayer d'établir des relations avec les officiers de police. Parce que si l'on regarde d'une façon historique, un officier en uniforme représente tant d'éléments. Si on considère l'histoire des Autochtones, par exemple. Et cet uniforme en lui-même est déjà un signe qu'il y a une division entre la communauté et l'officier. Donc, c'était encore un point de vue au niveau... C'était un point de vue dont nous avons parlé. Encore une fois, lorsque nous avons parlé des statistiques au niveau de la publicité, c'est de promo. Vous voulez dire les statistiques par la police ou par la communauté, par la police? À quel sujet? Qu'est-ce qu'ils en faisaient? On parle de la publicité pour la responsabilité de partager les formations qui sont en cours, ainsi que les statistiques qui sont en cours, parce que ça veut dire d'améliorer la responsabilité quant aux services qui sont fournis à la communauté. L'issue périphérique par rapport au fichage et à l'incarcération, car certaines personnes ont violé les conditions de libération conditionnelle, par exemple. S'ils sont
d'une communauté du Nord et qu'ils ont un rendez-vous médical. Et c'est là où, à ce moment-là, où ils sont partis de leur communauté. Donc, quelquefois, ces situations peuvent être vraiment difficiles. Quelque chose d'autre du groupe? On passe au groupe suivant. Pendant notre conversation, nous avons parlé de ce document à remettre aussi. Nous l'avons mélangé avec un reçu d'incident. Nous n'avons pas compris que c'était un reçu prouvant qu'on vous a fait un contrôle de routine. Je ne sais pas à quoi ressemble ce reçu, si c'est quand il y a un contrôle de routine ou si c'est un document vraiment basique. Ou peut-être que ce document pourrait avoir de l'information à l'arrière ou de l'information au niveau des bases de données. Ou peut-être d'avoir tout simplement des informations au dos. Peut-être que ce morceau de papier soit un petit peu épais, parce que si vous donnez cela à des jeunes personnes, les jeunes vont certainement se moquer un petit peu de ce bout de papier. Donc s'il était plus épais, ce serait important. On a parlé aussi des étudiants internationaux et que quand ils ont des contrôles de routine, ils utilisent ceci comme une excuse. Et cela nous amène à avoir une conversation quant à l'immigration et à leurs droits, s'ils peuvent obtenir l'aide légale, par exemple. Cela entre en jeu. Comment ils gèrent l'immigration quand ils font les contrôles de routine, c'est autre chose dont nous avons parlé. Nous avons aussi parlé que l'information du public serait vraiment bénéfique également. Au sujet de la collecte des données et de qui pourrait y accéder, l'unité des enquêtes spéciales et oui, ce serait... Les services de police devraient conserver ces informations, oui. Et encore une fois, parce que cela peut prouver du racisme ou des préjugés. Cela peut montrer qu'il y aurait besoin de plus de formation dans ce domaine. Pour le numéro 19, ce qu'on devrait rapporter au public, combien de contrôles de routine ont été faits et pourquoi, ce serait une bonne information à partager. Et ces informations pourraient aussi être utilisées par d'autres organisations. Dernière table. La dernière, mais pas la moindre. Nous avons eu vraiment de bonnes conversations à notre table. Un des participants a dû partir. Je voulais juste mentionner quelques points. On a besoin de plus d'éducation. Cela a été mentionné déjà aux deux tables précédentes. L'éducation de la police, bien sûr, au niveau de l'information sur le règlement, mais aussi de l'information pour les citoyens afin qu'ils comprennent mieux le règlement et pour qu'ils comprennent mieux leurs droits, pour savoir quand ils peuvent refuser de remettre leurs informations d'identification à la police. Je pense que c'est important. Nous avons parlé aussi qu'au sein de ce règlement, nous n'avons vu nulle part quelles seraient les pénalités pour un officier de police qui n'a pas suivi le règlement. Peut-être que c'est quelque part ailleurs dans la loi sur les services de police. Mais je ne sais pas trop quelle serait l'amende ou la punition. Et je pense que ce serait important à savoir et que ce soit inclus.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Brenda, à cette table, j'ai aimé votre commentaire par rapport à au fait que les officiers de police doivent comprendre qu'il y a certains groupes d'individus qui vont présumer qu'ils ont été ciblés par les contrôles de routine parce qu'ils appartiennent à certains groupes démographiques. Et je pense que cette compréhension que certains groupes peuvent avoir une méfiance intrinsèque à cause des raisons historiques. Donc je pense que nous devons nous concentrer sur une éducation plus importante, sur la non-oppression, les traumas intergénérationnels, l'impact de celui-ci et de comprendre pourquoi il y a certains niveaux de méfiance. Certains ont mentionné aussi qu'il y avait une histoire de CBC, que Ottawa avait divulgué un rapport sur les contrôles de routine de police. Je pense qu'il y en avait 7 pendant l'année précédente. À notre table, nous étions vraiment surpris en disant quoi, il y a eu seulement 7 contrôles de routine pour une communauté de cette taille. Je pense que on doit vraiment avoir une éducation importante par rapport à ceux qui considèrent un contrôle de routine ou par rapport à un officier de police qui s'arrête vers un individu et qui demande de l'information. Donc, quelle serait la différence entre les deux? J'ai passé pas mal de temps à lire le règlement. J'ai trouvé qu'il y avait certains paragraphes qui étaient assez confusantes. Je comprends que c'est de cette légalise, cette langue légale, et qui peut être complexe, mais je pense que cela demandera beaucoup d'éducation. Le fait que cela fait déjà 1 an que ce règlement est entré en vigueur, mais qu'il y a de nombreuses personnes qui ne sont pas au courant, mais qui ont été soumises à un contrôle de routine. Donc je pense que ce fait, c'est un peu problématique. Et par rapport au reçu, quelqu'un à notre table a été arrêté et l'officier de police lui a lui a donné une carte qui avait l'air d'une carte d'affaires. Donc elle ne savait pas si c'était un reçu ou si c'était une carte d'affaires qu'il avait donnée par politesse en disant ici, voici mon information, si vous avez besoin de me rejoindre ou si vous avez des questions. Ce n'était pas un chèque, ce n'était pas un incident de fichage, mais ce n'était pas clair pour elle. Donc je sais qu'il manque peut-être de cohérence quant au reçu et que cela devrait être considéré et de s'assurer à quoi ressemble ce reçu et que les gens sachent ce qu'ils reçoivent. Merci. D'accord, merci à tous pour votre rétroaction. Encore une fois, si vous pensez que certains points ou certains commentaires qui ont été faits par vous-même ou par vos collègues ou par l'un d'entre vous, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes en ligne. Vous pouvez aussi remplir les informations. Vous verrez sur notre site web, vous pouvez taper directement les informations que vous pouvez nous envoyer par courriel ou vous pouvez l'envoyer par la poste. Toutes nos informations pour nous contacter sont sur le site. Nous apprécions vraiment votre apport et merci de faire passer le mot au niveau de notre examen. Et nous serons vraiment ravis d'entendre parler de vous. Assurez-vous bien que nous ayons votre information et qu'on puisse vous envoyer le lien avec le rapport une fois qu'il est terminé. Vous soyez en sécurité pour rentrer chez vous et passer une bonne soirée. Merci. Je voulais juste vous remercier tous. Allô? Ok, merci beaucoup à tous d'être venus ce soir et de participer à ce processus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nombre de vos commentaires et des commentaires que nous avons entendus par d'autres groupes ainsi que par les participants de la police eux-mêmes, je pense qu'il y a
Il doit y avoir une éducation du public au sens plus large, ainsi qu'une meilleure éducation dans la communauté policière et des formations. Je pense qu'il doit y avoir une cohérence plus importante un peu partout par rapport à l'application de ces règlements. Par exemple, ces reçus et à quoi ils doivent ressembler. Et d'avoir une meilleure compréhension de la part du public, c'est quel est le rôle des agents de police dans le contexte de la sécurité du public et de l'implication de la police et au niveau des droits des citoyens et des droits des citoyens. Donc encore merci à vous tous pour votre contribution. Merci.